cette nouvelle édition. Permettez, Oui, je vous permets. Oui, quelles sont vos impressions? Et puis c'est une façon aussi de dire, est-ce que vous avez eu des échos? Enfin, comment vous avez suivi un peu ce salon? Qu'est-ce que ça vous a apporté, ce salon? Vous êtes venu un petit peu, vous avez navigué un peu partout. Ça vous a donné des idées? Il y a eu des échanges intéressants? comme d'habitude, je suis venu ici parce que pour moi, ce rendez-vous Incontournable. oui, un rendez-vous un peu incontournable. Selon les échos que j'ai eus de la part de l'ensemble des personnes ici présentes au salon, il y avait plus de monde l'année passée. Et certaines personnes ont dit que c'est vrai qu'il y avait forcément un petit regain pour la chose. Alors je suppose que c'est la situation sociale et économique qui favorise ce genre de choses. C'est encore la crise, on a encore... Oui, c'est un paradoxe, qu'effectivement les gens ont de la crise, mais est-ce qu'ils ont de l'argent? Mais vous savez, je crois que la question se pose en effet, mais s'ils sont venus ici, c'est certainement pour avoir des réponses à ce sujet, c'est pour mettre des choses en place, c'est un peu le contexte qui veut ça. Et ce genre de salon, quand on est au plus bas d'une crise et qu'il reste encore quelques années de traversée du désert, eh ben, la chose s'impose comme ça. Donc, oui, en effet. Et les gens vous ont parlé un peu de leurs soucis, de leurs attentes. Vous avez vu vous-même quelques exercices? non, moi depuis quelques années maintenant, je viens ici en tant que spectateur, non pas vraiment acteur, observateur. Et c'est ma famille ici, donc à partir du moment où je fréquente ce milieu, ben, je suis content de revoir, c'est pas dire d'une façon, mes frères et mes sœurs du métier, si vous voulez, parce que voilà, donc... Vous n'êtes pas vous-même tenté de faire ça? Disons que ça me permet de prendre la température sur un aspect, disons, je ne suis plus acteur ici, donc voilà, ça me permet de prendre les choses avec beaucoup plus de recul et d'une façon beaucoup plus sereine. Est-ce que vous connaissez les travaux de Claude de Daniel Brier, qui est un numérologue qui connecte la numérologie avec les pierres, avec les anges? Non, ça ne me dit rien. Il était là. Non, mais Vous avez des conférences, il y a des conférences qui vont intéressantes. D'accord, mais je ne suis pas forcément, je ne suis. Vous savez, parmi tous les voyants qu'il y a eu sur place, j'en connais une bonne partie, je ne connais pas tous. Quelques nouveaux qui sont arrivés, mais vous savez, je suis ça, c'est un peu un survol de ma part, c'est vrai, je ne suis pas. Je vous dis, je reste spectateur, donc je reste un peu plus détaché de tout ça, et je ne viens que saluer les amis au fil des années. Hein. Mais vous travaillez quand même un petit peu par ailleurs sur ces sujets? Vous avez arrêté de travailler? Non, je veux dire, je suis toujours à la recherche de sujets, parce que je suis en train d'écrire un livre sur le sujet, donc je suis en train de me documenter beaucoup, de voir quel est le meilleur outil que je pourrais développer grâce à la numérologie. Et voilà. Donc, alors, la numérologie, elle a la cote, la numérologie à ce salon, elle est bien placée? Je crois que, c'est pas sans fausse modestie que je vous le dis, mais quand vous interrogez la plupart des personnes ici qui travaillent dans le domaine, le meilleur numérologue de ce salon, c'est moi. Donc c'est ce qui se dit, ça me fait plaisir. Si chaque fois qu'on parle d'un numérologue mentionne mon nom, ça me fait très plaisir en effet. Il n'y a pas que ceux ou celles qui, mais si on parle d'un très bon ou d'un bon numérologue, voilà. D'accord, bon, bah, c'est la rumeur que le veut, effectivement. Et à votre avis, qu'est-ce qui fait un bon numérologue? C'est sa technique, c'est ce que vous avez apporté, ce que vous ajoutez? Non, je crois que c'est un tout, vous savez, il faut être ouvert, il faut être à l'écoute, il faut être... c'est le personnage qui joue aussi, en même temps avec la fonction qu'il occupe. Vous savez, moi j'ai une phrase qui résonne comme ceci, qui est un petit peu ma phrase fétiche, c'est je fais ce que je suis et je suis ce que je fais. Et donc, voilà, c'est un petit peu
créneau si vous voulez. Donc, nous avons un nouveau Nostradamus d'or cette année, c'est Ludovic Leroy, c'est pas la première fois. Vous savez comment sont attribuées ces récompenses? Non, parce que je n'étais pas présent, donc je ne peux pas juger. C'est les votes, c'est l'appréciation des publics. On regroupe les appréciations et puis il y en a qui sortent. Très bien, mais je suis content pour Ludovic. C'est quelqu'un avec qui j'ai pu apprendre pas mal parce que je l'ai vu travailler, je le connais personnellement. Donc voilà, c'est un homme qui au niveau moyen certainement a beaucoup de qualités. Hein, c'est clair. Comment vous avez vécu, Paul Klee, les fameuses histoires de la fin décembre 2012 quel est votre jugement sur ça? Vous trouvez que c'est normal que ce soit expliqué comme ça? Non, je ne veux pas ni juger ni stigmatiser une partie des gens qui y ont cru. Vous savez, moi je suis numérologue et je savais très très bien qu'à cette date-là il n'y aurait rien. Donc pour moi c'était une affaire déjà classée avant même que quelque part elle fasse autant de vagues. Et donc voilà. Est-ce que c'est le genre d'événement que la numérologie aurait pu prévoir? La numérologie est faite pour prévoir des grands changements dans l'humanité. Oui, moi je me suis amusé j'ai travaillé dans ce sens pour l'élection de Hollande. Je savais qu'il allait passer, je savais qu'il y avait un changement et on le vit actuellement qui se profile et qui se terminera dans son déroulement en 2016. Un an avant l'échéance. Un an avant l'échéance, et de toute façon, le changement, si vous voulez, il a aussi commencé à cause de la crise de 2007. Vous voyez, oui. donc on est en plein dedans, donc en fait, un changement, il y a beaucoup de gens qui espèrent toujours un grand changement, si vous voulez, ou un changement conséquent. Et bien ce changement, il se passe toujours en 3 étapes, une de 4 ans, une de 5 ans et une de 9 ans. Dans la période de 9 ans, il y a cette fameuse période de 4 et de 5 ans qui sont importantes, ce sont les années charnières des chevilles, et nous y sommes. Donc, il se fait que Hollande a bénéficié de ça. Je crois que, outre le fait que quelque part il y a une espèce d'alternance gauche-droite en France, il a profité, si vous voulez, de cette vague de volonté des gens d'un changement. Maintenant que les socialistes s'inscrivent, oui ou non, dans ce changement, je crois que Hollande ça a été son cheval de bataille, ça a été son mentor, si vous voulez, un petit peu un sport de mentor et d'espoir. Il a parlé de changement aussi, comme Obama l'avait fait. Oui, alors justement, je voudrais vous poser une question. Le mot changement, qu'est-ce que ça vaut le mot changement? Est-ce que ça veut dire grand-chose? Est-ce qu'il peut y avoir des changements de nature très très différente? Les changements de nature différente, on appelle ça, moi j'appelle ça des évolutions. Non, mais je veux dire que changement, quel genre de changement on peut éventuellement évaluer? Alors, c'est très difficile d'évaluer le changement. Vous savez, concrètement, il faut qu'il y ait des changements pour comprendre un changement. Ça veut dire que le mot changement en lui-même, il n'est pas perceptible. Jamais. Ce ne sont que des changements successifs qui, quelque part, nous feront comprendre qu'effectivement, certaines situations ont évolué. C'est vrai que les évolutions, on sait que depuis 1900, on est passé de la voiture à explosion, à la voiture électrique, et machin, et inversement. On a vu tout s'accélérer, le rythme où les choses ont évolué. On est passé à une communication rapide, enfin tout ce monde est voilà. Donc je veux dire, ça, on peut parler d'évolution et les grands changements. Moi, ce qui me gêne, c'est quand même le grand changement. Oui, alors il y a des adjectifs qui qualifient leur grand changement, petit changement, mais qu'est-ce qui est voué à changer dans notre vie, dans notre monde? Est-ce qu'il y a des enjeux? Voilà. Alors, quels sont les enjeux? Le problème c'est que moi, ce que j'attends, outre, si vous voulez, sur le plan matériel et sur le plan de l'avoir, c'est vrai qu'autour de nous, tout a évolué. Le téléphone a changé, les codes ont changé, les codes éducatifs ont changé, les codes relationnels ont changé, les codes affectifs ont changé, tous les codes ont changé. La seule chose que j'attends, moi, au niveau des changements, ou d'un changement potentiellement réel et important pour moi, je vous l'ai déjà expliqué, c'est les changements chez l'homme. Parce que les changements chez l'homme se font toujours attendre, dans sa propre nature. Et encore une fois, si l'homme avait le courage de miser sur ce qu'il était, avant de miser sur ce qu'il pourrait avoir ou ce qu'il a, le monde serait vraiment transcendé. Il y a la notion de changement et la notion de cycle. Alors est-ce qu'il y a on peut dire, par exemple, plus ça change, plus c'est la même chose.
Je sais que la vie est un éternel recommencement, différent à chaque fois. Mais je vous ai dit, l'essentiel pour moi, c'est, je vous ai expliqué déjà dans la vidéo précédente, vous avez déjà dit que les êtres, pour moi, plus important, les gens qui misent 50 €, s'ils les misaient sur eux-mêmes, vous voyez, et qu'ils investissaient en eux, matériellement parlant, ils iraient toujours plus loin que celui qui va acheter une bricole qui, elle, est destinée à rester dans un coin. Donc je veux dire, c'est ça les vraies évolutions. Et les changements de l'homme vis-à-vis de lui-même se font attendre. Donc je veux dire... On s'enrichit de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Dans les changements significatifs dont vous parliez, quantifiant des cycles ou pas des cycles, les événements qui nous sautent aux yeux là maintenant, c'est qu'on a... Beaucoup de gens ont dit que les banques exagéraient, que les banques étaient en train de voler les gens, que les États se battaient contre les banques, qu'il y a une micro ou macroéconomie qui existe, qu'il y a des gens qui quelque part ne font plus confiance ni aux États ni aux banques, il y a beaucoup de choses parallèles qui se mettent, si vous voulez, qui se créent, qui sont en train de faire leur petit trou. Et je crois qu'on va revenir aux essentiels, on est obligé de revenir aux essentiels. On revient à ces choses-là, on revient au commerce de proximité, on revient à beaucoup de choses, mais encore une fois, on revient, déjà c'est déjà pas mal, à l'essentiel. Il y a déjà une phase de recul amorcée, qui n'est pas une phase de recul, qui est une phase de retour au bon sens. Voilà, il y a des moments où on dévie, il y a des moments où on revient. Et dans un, je sais pas, il y a une espèce de deux courants comme ça, vous savez, un courant qui s'accélère et un courant qui ralentit. Et aujourd'hui, on ne peut plus parler de courte durée, parce que tout s'accélère, donc je veux dire, on ne peut parler que de courte durée, pas de long terme, parce que quelque part, les gens misent sur le court terme, non plus sur le long terme. Attendez, je voudrais quand même être clair là-dessus. Est-ce que, du point de vue de votre numérologie, au fond, le monde a toujours été le même, globalement, fondamentalement? Non, le monde... Les enjeux, le bas étaient toujours les mêmes. Le monde est intrinsèquement lui-même dans sa génétique, dans sa genèse, si vous voulez. Après, évidemment, il subit des changements ou des évolutions, des changements. C'est normal. Le monde, c'est comme l'univers, il est dans l'expansion. Le monde est de la même nature que le monde est pareil, il subit les mêmes choses. Donc, la quelque part, elle ne change véritablement. Il y a des mouvements, il y a des évolutions, mais qui sont à nouveau neutralisées. Enfin, je veux dire, les changements eux-mêmes sont régulés, sont normalisés. Oui, tout comme la nature donne un mouvement de régulation, chaud, froid, chaud, etc. Bien sûr. À moins que vous soyez persuadé qu'on va vers la fin de quelque chose, vers la fin d'un monde. Sinon, au fond, les choses sont toujours les mêmes. Il y a toujours la nuit après le jour, l'hiver après l'été. On dit toujours, ce sont des changements cycliques. Bien sûr, mais on dit toujours ici et maintenant, aujourd'hui, et quand la Terre va se tourner, un jour autre part et autrement. Et je veux dire, jusque-là, voilà, nous subissons ce roulement, si vous voulez, comme ça. Non, parce que c'est comme le rôle peut-être des astrologues et des numérologues, de ne pas exciter les esprits, par exemple. De dire que finalement, il faut relativiser ce qui se produit, que ce sont des changements, au fond, qui sont eux-mêmes intégrés dans une cyclicité. Oui. Et donc, par conséquent, globalement, ça reste à peu près la même chose. Il est temps de se poser la question de savoir, avant de se poser la question de savoir combien de temps la Terre va encore vivre, combien le Soleil va encore donner de chaleur, il est important de savoir quid de l'homme, de l'humanité. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est important. Le restant m'importe peu, moi. Je veux dire, qu'est-ce qu'on est avant, qu'est-ce qu'on devient après, et quid de tout ça, parce que le jour où tout s'arrête, où la Terre a fini de fonctionner, où elle sera une planète morte, où la vie ne pourra plus s'opérer dessus, eh bien, est-ce que quelque part la vie continue autre part et dans un ailleurs? Lequel, comment? Est-ce que l'humanité est destinée à mourir comme le reste? Est-ce que quelque part on va se... Vous voyez, ça pour moi c'est important. Oui, mais enfin, il y a aussi, il ne faut pas perdre sa vie physique, mais il ne faut pas non plus perdre son âme. Justement, mais il y a beaucoup de gens qui perdent leur âme à cause de choses, de problèmes matériels. Vous savez, la chose importante, c'est que l'âme, quelque part, on s'en occupe très peu. Sa conscience, on est là dans des espèces, on est dans l'émotionnel beaucoup, on ne prend pas le temps, on ne prend pas le recul nécessaire. Les gens sont... enfin voilà, il n'y a pas cette innocence de l'enfant parce que quelque part, celle-là est trop belle, on n'y touche pas. Mais il y a une espèce d'abrutissement de l'adulte qui fait qu'au lieu de se poser... Voilà, il est prisonnier, si vous voulez, de ce matérialisme, de cette espèce de mondialisation qui n'est pas là pour vous mettre, n'est pas là pour révéler notre être, elle est là pour nous faire... Est-ce qu'à votre avis, il y a ce qu'on pourrait appeler des forces négatives, des forces diaboliques? Mais heureusement, chaque fois qu'il y a des forces négatives, il y a des forces positives. Encore une fois, c'est parti, encore une fois, de cette
espèce de grande chaîne qui veut que le yin et le yang, le positif et le négatif, tout ça finisse par s'équilibrer. Mais on attend autre chose de l'homme. Le dernier produit majeur de la création, c'est l'homme. On attend de lui que quelque part il se révèle. Jusqu'ici, il s'est pas beaucoup révélé, vous savez. Je veux dire, il s'est ouvert, mais c'est très 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 timide. On attend plus de ça. Et quand l'homme aura compris que quelque part son âme, comme son être, sont des choses essentielles à la continuité de quelque chose de plus qui le dépasse, on aura gagné beaucoup. Mais jusqu'ici, on n'en est pas là. Je veux dire, voilà, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Oui, mais justement, est-ce qu'il y a pas il y a des forces qui sont négatives? Quelles sont ces forces? Vous les avez identifiées? Est-ce qu'on doit se méfier des machines, par exemple? Est-ce qu'on doit se méfier de la technologie? Non, on doit se méfier. Non, pas vraiment, parce que quelque part tout se domestique. On ne doit pas mettre la machine en avant, on doit mettre l'homme en avant, oui, l'être en avant, et non pas la matière. Oui, c'est ça. Tant qu'on aura compris que quelque part, l'être est essentiel, que la matière est secondaire, on va toujours se perdre, si vous voulez, en mauvaises réponses, en mauvais sujets, etc. Donc, voilà pour moi le débat. Pour terminer sur une question un peu sensible, Paul Klee, que pensez-vous des femmes? Est-ce que les femmes constituent un élément positif pour l'avenir, ou est-ce que c'est au contraire un phénomène qui menace l'humanité? Non, je crois que la femme, pour moi, n'est pas l'égale de l'homme. La femme a ses aspects, il faut dire, c'est un être à part entière qui est différent de nous, hommes, si vous voulez, si on réfléchit comme ça, qu'elles ont beaucoup à apporter à l'humanité, que quelque part, s'il n'y avait pas dans certains pays la présence de la femme qui bouge, qui évolue, qui fait évoluer la terre, les enfants, et si elle n'est pas là, si vous voulez, pour prendre les rênes, il y a beaucoup de choses qui ne se feraient pas aujourd'hui. Donc c'est grâce à la femme qui est là un petit peu comme moteur, si vous voulez. Alors on ne peut pas non plus la cataloguer comme quelqu'un d'eux, etc. C'est pour ne pas la stigmatiser, on ne peut pas être négatif par rapport à ça, ça fait partie, elle donne la vie. Et à partir du moment où elle donne la vie, elle est toujours respectable, et bien plus respectable, si vous voulez, parce que c'est la vie qui continue. Grâce à la femme, si vous voulez, je crois naturellement, même si la science s'est occupée de la rendre autrement, mais je ne sais pas si ça lui rendra service ou qui. Voilà. Donc je me méfie de ça aussi, mais je crois que la plus belle chose. Par exemple, le débat sur le mariage, on parlait un point clé de civilisation? Non, pas du tout, parce que tout finit par se réguler, donc qu'on fasse beaucoup de foin autour de ça, vous savez, la régulation est toujours là. Enfin, je veux dire, dans d'autres pays, on n'a pas fait autant de foin, et les choses se sont réglées d'elles-mêmes. Ah oui. Donc il ne faut pas non plus. C'est facile, enfin, on stigmatise, c'est une façon de. Vous savez, le côté révolutionnaire des Français, on monte aux barricades, on en descend, on est pour, on est contre. C'est propre français. En Belgique ou ailleurs, ou en Angleterre ou en Hollande, les choses se sont faites de façon beaucoup plus calme, le débat était beaucoup plus serein, et les choses ont été admises, même si elles sont contestables. Mais vous savez, tout finit par se réguler ou s'équilibrer. Alors, on doit arrêter. Je crois qu'on doit revenir à des choses fondamentalement beaucoup plus importantes qui sont l'être fondamental. Vous savez, on aura beau faire tous les débats du monde, en créer 15 millions, 20 millions à 2000, enfin je sais pas combien, ça ne sert à rien. Il faut revenir à ce que nous sommes et à l'être en tant qu'élément principal de notre évolution. C'est l'être qui décide de tout, ce n'est pas l'avoir qui décide de tout, et aujourd'hui malheureusement, l'avoir est encore l'élément qui décide, qui régit tout. Et ça, c'est une erreur majeure. Il faut changer notre concept de vie, et la vie changera. Si nous n'avons pas compris ça, et que l'avoir, on le met au centre de tout, on est perdant. On n'évoluera pas, on restera malheureusement dans cette espèce de bassesse, si vous voulez. Paul Klee, est-ce que quand on a des revendications égalitaires, on peut avoir ceci ou cela, est-ce qu'on n'est pas dans l'avoir justement? Est-ce que les femmes ne sont pas considérablement dans l'avoir? Non. On dit être égaux, on ne dit pas avoir égaux. L'égalité, si vous voulez. Être égaux, c'est avoir ce qu'a l'autre. Non, ce n'est pas forcément avoir ce qu'a l'autre, c'est avoir. Non, c'est respecter, si vous voulez, les différences. Et, je veux dire, être égaux, on ne dit pas avoir égaux, on dit être égaux. Donc c'est une façon de parler. Mais non, ce n'est pas une. Mais justement, le verbe être ici est important. Si je devais passer ma langue à voir tout ce que décline avec l'être et tout ce qui doit se décliner avec l'avoir, je banndirais forcément quelque part, je mettrais en avant tout ce qui est être bon, être. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme le film Lincoln, je ne sais pas si vous avez vu le film. Oui, Lincoln. Dans les débats parlementaires, à un moment donné, vous savez, il y a cette scène
non, en fin de compte, les Noirs ont des mêmes droits, mais ils n'ont pas forcément les mêmes potentialités. Ça, c'est la stigmatisation, c'est très mauvais. C'est encore une fois, comme on a dit, que les hommes historiques étaient vraiment, vous savez, des sauvages parce que leurs cheveux, parce que leur boudin. Mais vous savez, ces gens-là, ils avaient quand même une certaine notion de la nature, ils avaient que ça observé. Ils ont laissé des traces, on ne peut pas dire qu'ils étaient primaires. Vous savez, c'est tout ça, c'est une question de point de vue, une question de vue d'esprit. Il faut arrêter ça, monsieur, parce que là... Mais je comprends, mais par contre, au niveau de l'égalité, effectivement, quand vous dites à une femme, nous sommes tous égaux, elle vous dira, mais oui, mais nous, on veut des preuves, on veut des résultats, on veut des situations. Mais elle se bat pour ça, la femme aussi. Elle se bat pour ça. Elle se bat pour l'avoir. Bien sûr. C'est bien ça. Elle est dans une revendication de l'avoir. Si vous voulez, mais ça, encore une fois, il y a avoir et avoir. Ça n'est pas l'avoir dans le sens matériel des choses. Si, finalement, avoir un poste, recevoir la même somme d'argent, être payé de la même manière, avoir des droits. Oui, bien sûr, mais les droits et les devoirs, mais d'accord. Mais enfin, je veux dire, exister, c'est être, monsieur. Il n'y a pas d'autre solution pour moi. C'est pas forcément exister, c'est pas avoir. Et on vous dit que parce que si vous n'avez pas, vous n'existez pas. Ce n'est pas vrai. Si vous êtes quelqu'un, vous existez déjà. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que justement, les femmes, elles sont pas elles n'ont pas cette recherche que vous revendiquez. Elles sont, justement, l'homme, lui, il sait pertinemment que ce qui est important, c'est ce qui peut arriver à travailler de lui-même, ce qui peut arriver à enrichir de lui-même, il compte sur lui-même. La femme, elle attend de l'extérieur, elle attend qu'on lui donne ceci, qu'on lui attend pour cela. La femme est le contrepoids de l'homme sur Terre, donc quelque part, voilà. C'est une dualité qui est comme le monde, mais c'est pas pour ça qu'on doit se faire la guerre non plus. Je veux dire, c'est une assise, il faut la comprendre comme ça. Vous savez, notre passage ici, il est très court, plus ou moins long, plus ou moins court pour certains. Et de toute façon, il y a un moment donné où on est, un moment donné où on part. Et entre les deux, il faut essayer de vivre le mieux possible, en se faisant le moins mal possible. Et en prenant conscience de ce que nous sommes, parce que de toute façon, ce que nous sommes aura à un moment donné une autre raison d'être dans un ailleurs, et voilà, que nous ne connaissons pas. Mais je veux dire, plus nous mettons de chance à nous connaître, plus nous mettrons de moyens à nous connaître, mieux notre être se portera, voilà. Mieux notre âme se portera. Oui. Jusque-là, vous savez, moi, voilà. Mais le problème, c'est que tout le monde n'a pas la clé qui lui permet de faire le travail sur lui-même, d'améliorer son propre. Si les gens viennent ici, c'est que quelque part il y a une quête. Et cette quête, elle doit trouver des réponses. Et ils viennent ici pour ça. Ben oui, on ne peut pas non plus critiquer. C'est là l'expression d'un manque. Effectivement, il y a un manque. Parce que manque d'accès. Au niveau éducatif, monsieur, on n'est pas là. Je veux dire, après ça, on peut critiquer la voyance, ou les médiums, ou la spiritualité, ou tout ce qu'on veut, ou les sectes, ou autre chose. Mais quand les gens ont un vide, ils doivent la combler, monsieur. De toute façon, et voilà, c'est une porte ouverte à tout ce qu'on veut. Cela dit, ça ne veut pas dire forcément que quelqu'un qui dit ouais je vais faire progresser mon thème, ça ne me permet pas de me connaître parce que j'arrive pas à me connaître, il risque de s'approprier ce qu'on lui dit, donc il ne va pas vraiment chercher ce qu'il est, il va intégrer en lui-même ce qu'on lui dit. Et donc là il y a un malentendu parce qu'il va dire ah vous dites que je suis comme ça, ok je suis comme ça. Donc au lieu de faire une recherche en lui-même, il va intégrer ce qu'on lui dit. C'est un très mauvais modèle d'éducation ou éducatif que vous me donnez. Il faut donner aux gens les outils qui leur permettront de se découvrir eux-mêmes et non pas leur apporter du tout cuit. Oui, je sais, avec ça. Vous remarquerez que l'accord des règles là-dessus, c'est assez délicat. Parce qu'effectivement, quand on commence à dire aux gens des choses sur eux, ça leur donne des pistes, mais en même temps, ils peuvent par facilité... Non, moi je n'accepte pas ça. Vous savez, je n'accepte pas ça. Non, mais je sais. Moi, je suis celui qui va fournir les outils aux gens pour qu'ils puissent se connaître et se reconnaître. Et je ne suis pas d'accord avec le reste, parce qu'après ça, c'est de la manipulation, c'est de l'abus de faiblesse. C'est aussi des gens qui vous manipulent, enfin c'est un autre... Non, c'est de l'abus de faiblesse. Ça peut être aussi le client qui manipule le praticien. Et ce sont les dérives ouvertes, ce sont les portes ouvertes à la dérive. Il faut en être conscient, parce qu'effectivement, vous avez raison, il faut être très prudent. Parce que les gens sont capables de s'approprier des choses qu'on leur dit à leur sujet sans que ça corresponde à eux, mais c'est une façade qui... Et naïvement, mais ces gens... Naïvement, ces gens vont devoir subir ça, ce flot d'informations qui n'est pas forcément correct, et comme ils sont influençables ou influencés par une quête, dont ils n'ont pas les réponses et pas les moyens de vérifier la valeur intrinsèque de la vérité ou non. Et voilà, ils sont piégés. Vous comprenez, ils sont piégés. Parce que si quelqu'un ne se connaît pas, je vais vous laisser, monsieur. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien que vous m'avez accordé. Ça s'est bien passé, merci. C'est la fin du Le lieu se traite bien, c'est un
plein de vibrations.